Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Entretien avec. Ce soir, et vous le savez, tout au long de cette période, nous recevons sur ce plateau, dans notre antenne, les candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Ce soir, l'invité est l'honorable Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, candidate à cette élection. Vous le savez, unique femme à briguer la primature, la magistrature suprême au Cameroun cette année. Elle veut partager avec nous ce soir sa vision pour le Cameroun, ses priorités et ses projets pour les citoyens. Au cours de cette interview de 90 minutes, nous explorerons avec elle ses positions sur la gouvernance, la démocratie, le développement économique et économique et social, l'unité nationale, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles. Commençons par la gouvernance, démocratie et justice. Madame la candidate, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Très heureux et très honoré de vous recevoir. Merci, c'est moi qui le suis. Un long périple, hein? Oui. Vous étiez dans le New York, il est tout à l'heure. Si on était à Sambo, c'était une grande rencontre avec les populations. Ok. Alors, pourriez-vous vous présenter brièvement et surtout expliquer à nos téléspectateurs, aux citoyens camerounais, pourquoi vous êtes engagé à cette course pour la magistrature suprême? Mon nom est Tomaino Ndamjoya, je suis présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun. Et donc, l'article 21 des statuts de l'Union démocratique du Cameroun dispose que le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Je suis tenue par ces dispositions en tant que président national et donc c'est la raison pour laquelle j'ai présenté ma candidature au nom de mon parti politique. Voilà. Quelle est votre vision pour la gouvernance de notre pays? Quel est le regard que vous projetez aux Camerounais? L'art de gouverner, si on peut définir la gouvernance ainsi, qui appelle à des méthodes, une approche et une façon d'atteindre des objectifs objectivement, rationnellement, si vous voulez. Le Cameroun étant une république, c'est tout à fait normal que dans le cadre du projet de société de l'Union démocratique du Cameroun, ce projet qui le porte et qui est caractérisé par une approche éthique, eh bien, notre gouvernance, celle que nous proposons, est l'éthique républicaine, celle qui veut que nos actions, l'action des institutions que nous créons, puissent respecter les valeurs éthiques, les valeurs humaines. C'est la raison pour laquelle nous disons toujours placer l'être humain au centre de nos préoccupations. Donc voilà un peu l'éthique républicaine et celle que nous avons dans notre projet de société. Nous invitons les Camerounais à croire en nous parce que plus que jamais, l'éthique devient indispensable pour la gouvernance du Cameroun. Alors, à partir de l'état des lieux que vous ferez, comment est-ce que vous entrevoyez promouvoir l'état de droit? L'état de droit qui veut que les pouvoirs publics, toutes les personnes soient placées sous la loi. La puissance publique doit être régie elle-même par la loi. C'est naturellement que les institutions qui appellent à check and balance, comme on dit, les contre-pouvoirs que sont l'exécutif, le législatif, le judiciaire et même le quatrième pouvoir que sont les médias. Et même encore, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux parce que ça devient de plus en plus un autre pouvoir dans le contexte moderne de nouvelles technologies. Alors, il suffit tout simplement parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a
une confiscation de cet état de droit, il y a l'arbitraire. Nous pensons que restaurer la République, la chose publique, parce que dans le fond, c'est de cela qu'il s'agit, va consister à mettre en exergue la participation de tous les citoyens, la création des richesses par tous ces citoyens, le partage de ces richesses, la formation, la production par tous les citoyens. Parce que dans le fond, nous en appelons à l'ère de la liberté, l'ère de la responsabilité, l'ère de la contribution de tous. Restaurer les libertés publiques, c'est essentiel dans une république. Sans liberté, on ne saurait innover, créer. Contribuer, c'est essentiel parce que le Cameroun est par nous tous et pour nous tous. C'est pour cela que, en même temps, il faut que nous nous situions dans un état de droit et de devoir parce que nous sommes des citoyens. Il faut encadrer toutes les libertés, il faut des sanctions quand il le faut. Et c'est ainsi que cet état de droit qui implique l'égalité de tous devant la loi, parce que c'est les principes essentiels de la démocratie, l'égalité de tous devant la justice, et voilà le citoyen et la citoyenne pour qu'il participe en tant que partie prenante à la citoyenneté, à la chose publique. Alors vous parlez d'égalité devant la loi, on va certainement faire une incursion dans le système judiciaire. Quel mécanisme proposez-vous pour garantir l'indépendance de ce système? Le système judiciaire est très important parce qu'un pays sans justice, une démocratie où les populations ne peuvent pas aller se faire justice, l'économie ne peut pas marcher. Donc, actuellement, ce que nous constatons dans notre pays, c'est qu'il faut vraiment une indépendance de la justice. Et cette indépendance-là va se situer sur le plan institutionnel et sur le plan fonctionnel. Indépendance de la magistrature sur le plan institutionnel, et bien évidemment, tout le monde le sait, il faut une indépendance du Conseil suprême de la magistrature, faire en sorte qu'il y ait une distinction entre la présidence du Conseil supérieur de la magistrature avec la personne du président de la République qui est en même temps chef d'exécutif, ou alors même la présence du ministre de garde des Sceaux au sein du Conseil suprême de la magistrature. Ça crée un peu un problème d'indépendance, parce qu'il faut absolument que cet organe soit indépendant. On peut imaginer que ce soit le premier président de la Cour suprême qui soit président. Et en tout cas, cet objectif numéro 1 viserait qu'il y ait une véritable indépendance des juges. Et on se rend compte que les juges doivent... Vous vous souvenez, M. Dipita, on a modifié la Constitution en 2008 au Cameroun, par exemple, pour ce qui est du Conseil constitutionnel, qui est une juridiction hautement importante dans notre pays. Nous l'avons dénoncé en son temps. Le mandat était de 9 ans, renouvelable. Et on se rend compte qu'avec cette modification, on a réduit le mandat du juge constitutionnel à 6 ans, moins d'1 an que le mandat du président de la République, qui, lui, est passé de 5 ans à 7 ans. Nous avons trouvé que c'était une atteinte vraiment très importante, très grave à l'inamovibilité des juges. Un deuxième axe pour nous, c'est les délais du point de vue fonctionnement, c'est les délais des actes en justice. On aimerait que, comme partout ailleurs, les délais soient vraiment tenus et qu'on ne puisse pas avoir des affaires qui prennent des années en justice, et que les juges qui monnaient, par exemple,
les services, qu'ils soient sanctionnés, parce que dans le fond, et d'ailleurs on se dit il faut séparer les NAM actuellement, qui est un fourre-tout. Il faut qu'il y ait une école distincte pour un retour, Vous entrevoyez des réformes une éducation de ceux qui sont appelés à rendre justice vraiment à la culture de la justice, parce qu'il n'y en a pas dans notre pays. Des fois, les juges sont comme des médecins, ils prêtent serment, et donc quand on voit dans quelle mesure certains magistrats rendent justice, on est un peu inquiété. Bien sûr qu'au niveau en dehors de cela, même quand on se retrouve déjà avec le barreau, il y a un autre problème d'indépendance du barreau. Il faut qu'on sépare les juridictions et bien entendu améliorer la vie de tous ces juges et tous ces personnels de barreau, parce que dans le fond, peut-être on se rend compte qu'il y a beaucoup de corruption dans ce secteur, et c'est dramatique par rapport aux Camerounais qui ne veut que la justice et qui doit faire face à tout cela. Oui, donc il faut des intermédiaires. J'ai toujours pensé qu'il faut un médiateur de la République au Cameroun. C'est une institution qui va être comme un tampon. On n'a pas besoin d'aller directement en justice pour des populations qui ont juste besoin peut-être d'une compréhension, une forme d'arbitre, un peu comme ce qui se passe dans le domaine commercial. Même intermédiaire, une espèce d'interface entre le citoyen lambda pour ses droits civiques, pour la compréhension. Il n'a pas compris, ou alors il est victime d'une situation, il n'a pas besoin d'aller directement porter plainte, parce qu'il y a des dossiers incroyables qui s'accumulent à la justice, qui pourtant peuvent faire l'objet de quelques minutes devant le médiateur qui va lui expliquer simplement, sans que le citoyen n'ait besoin de porter plainte et de débourser de l'argent. Il y a une véritable réforme du système judiciaire, et ça, il le faut, parce que sinon, les affaires ne marchent pas. On n'a plus confiance aux institutions, et les pêcheurs en eau trouble s'installent, parce que c'est eux qui vont tout faire pour avoir gain de cause. Au niveau du système carcéral, par exemple, nous souhaiterons, parce que nous avons une approche humaine, nous souhaiterions que dans les prisons, on puisse séparer les femmes et les enfants, par exemple. Et oui, utiliser les prisonniers pour des travaux d'intérêt public aussi, on en a besoin. Et donc, il y a tout un programme, M. Dipita. Alors, un élément qui nous intéresse davantage, ou du moins, vous avez parlé d'une forme d'école pour le corps judiciaire. Oui. C'est une réforme, comment vous concevez cela? Vous savez, aujourd'hui, les NAM, c'est un véritable photo. Je n'ose pas dire que ce ne serait plus cette école-là, parce qu'elle a fait son temps, et par rapport aux mutations sociaux, politiques et culturelles et les besoins en ce moment où on est arrivé à une véritable politisation de l'administration publique et des hauts cadres, il est question pour nous de faire en sorte, puisqu'on est dans le domaine de la justice, de créer une véritable institution qui est là pour former les magistrats, qui est là pour former le personnel des greffes. Et d'ailleurs même, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire par rapport à ces personnels-là qui se grefferaient au corps judiciaire et dont le statut doit être normalisé, si vous le voulez, parce qu'ils servent. Il y a tout un corps de personnel qui sont là, qui travaillent et qui attendent d'être reconnus. Et notre chère ENAM, notre école, elle est complètement out of topic now. D'accord. Really. Mm-hmm.
Liberté, justice et démocratie vont certainement avec liberté d'expression et droit des journalistes. Madame la Présidente, sur cet aspect, nous, les journalistes, voulons savoir si vous avez quelques réformes qui concernent ce secteur-là au regard des défis, des enjeux et surtout pour conforter ou améliorer notre démocratie. En fait, la liberté d'expression qui est consacré à tout être humain, c'est un droit fondamental au-delà des journalistes, le droit de penser, le droit d'opinion qui peut se caractériser par l'écriture, par l'art, par la parole. C'est un pilier fondamental de la démocratie. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le média, c'est le quatrième pouvoir parce que le rôle du média, et nous, à l'Union démocratique du Cameroun, on a toujours pensé qu'il y avait trois catégories d'acteurs incontournables, les politiques, la société civile et les médias, qui travaillent pour le citoyen, pour la République. Les médias informent, ils communiquent, ils se basent sur les faits et ils ont besoin d'être protégés. D'où le droit à la protection, si vous voulez, qui est important. Et donc au Cameroun, il y a ce problème qui dure depuis longtemps de la pénalisation des délits de presse. Nous pensons que les journalistes doivent être protégés parce que, par exemple, les sources doivent être protégées comme cela se fait partout. Bien sûr, un journaliste ne doit pas se permettre de tout dire. Il faut quand même des limitations par rapport à la vie privée, par rapport à peut-être secret défense de certains problèmes de sécurité étatique. Il faut ne pas permettre aux journalistes d'utiliser des formules qui peuvent porter à la haine ou bien à la violence. Mais dans le fond, il faut laisser cette expression pour pouvoir mieux informer les populations et pour pouvoir, des fois, dans le domaine politique justement, faire en sorte que la vérité puisse se savoir et que dans le cas de l'état de droit, qu'on puisse ne pas permettre que l'intérêt public soit mis en péril par rapport à certains intérêts égoïstes, d'où l'indépendance de la presse. Dans notre projet de société d'ailleurs, on a prévu un code médiatique. Il y aura une réforme à ce niveau. D'accord. Toujours sur les questions de gouvernance, comment envisagez-vous, quelles mesures envisagez-vous pour renforcer le rôle des partis politiques, mais également celui du Parlement? Je rappelle que vous êtes élu local, oui, mais vous avez été à l'époque député. Ce sont donc des secteurs, oui, que vous maîtrisez assez bien. Oui, le rôle des partis politiques est tellement important partout, dans toutes les démocraties, parce que ils concourent à l'expression du suffrage, ça c'est les missions principales, à la vie politique. Ils participent à la vie politique et puis ce qui est important, c'est l'éducation citoyenne des populations. Je dois vous dire, Monsieur Dipita, que j'ai parcouru le Cameroun depuis plus d'un mois et je me rends compte, je suis désolée de constater la pauvreté de l'éducation politique vraiment des Camerounais qui ont peur de la politique aujourd'hui et qui ont vraiment une attitude un peu, voire répulsive par rapport à la politique. Et c'est triste parce que j'ai appris que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Si j'ai embrassé l'Union démocratique du Cameroun, c'est justement parce que je me suis rendu compte, dès que j'ai écouté les discours de notre mentor, le docteur Adamo Ndamjoya, c'était un discours de rassemblement
pacifique, un discours de respect des valeurs partagées, un discours de générosité, un discours d'éthique, si vous voulez. Et donc, j'ai compris que la politique, ce n'est pas les mains sales, comme on a l'habitude, comme j'avais cru avant d'avoir découvert l'Union démocratique du Cameroun. Donc, j'ai voyagé dans plusieurs pays. J'étais plusieurs fois aux États-Unis dans le cadre de International Visitor Leadership Programme. J'ai appris là-bas à aller dans les quartiers généraux des partis politiques qui sont bien organisés, qui sont respectés. Ici, il y a beaucoup à faire. On a plus de 300 partis politiques au Cameroun, c'est pas normal. En même temps, on se demande quels sont les critères pour multiplier la création de ces partis politiques. Et la limitation du nombre de partis politiques dans notre démocratie. Ce n'est pas... le rôle d'un parti politique, il vit de quoi? Combien de militants un parti politique a? Si on a plus de 300 partis politiques au Cameroun et qu'on se retrouve enfin avec 8 millions de Camerounais qui vont voter, et parmi ces 8 millions de Camerounais, moins de 4 millions voteront, puisque ce sont les chiffres des autres élections. Alors, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un statut. Il faut qu'au lendemain du 12 octobre, comme nous le disons, dans notre programme politique, il faut permettre aux partis politiques, du point de vue liberté de réunion. Vous savez, nous, quand on veut manifester, on ne nous laisse pas manifester. Il y a des interdictions des autorités administratives, ce n'est pas normal. Et donc, il faut le financement, et comment les partis politiques sont financés. Et donc, les résultats, la jeunesse, les femmes, les moins jeunes, les Camerounais ont besoin de participer, parce que la participation citoyenne, elle commence par l'éducation civique, et le parti politique est important. Pour notre démocratie, combien de partis politiques pensez-vous qu'il faudrait avoir? Vous ne me demanderez pas à l'avance de fixer le nombre des partis politiques, mais quand même, pour en arriver à savoir, il faut déterminer, il faut quand même mettre des encadrements par rapport au fonctionnement, par rapport à la base des partis politiques, les sièges des partis politiques, l'effectivité des militants des partis politiques. Il faudra quand même qu'il y ait une vie des partis politiques, pas dans le sens d'avoir la volonté d'en créer ou d'y aller pour mettre des troubles, comme on en voit aujourd'hui. C'est un peu ce qui a cours. Il y a nombreux qui sont en problème interne, et quand dans le fond on voit que quelque part il y a les ficelles de l'administration, du MINAT qui tire un peu pour comme si voulant ne pas permettre justement l'épanouissement de ces partis politiques. Et dans l'opposition, quand on voit la triste réalité des partis politiques d'opposition au Cameroun et comment ils ne peuvent pas s'épanouir alors qu'on en a besoin, on se dit qu'il y a beaucoup à faire par rapport à le rôle des partis politiques qui aujourd'hui a été vraiment mis en berne pour que le parti au pouvoir puisse devenir le parti État, puisque nous observons qu'on est revenu du multipartisme qui était acquis de pleine lutte en 91 au parti. On est resté dans le système parti-État. D'accord. Sur la démocratie, sur la décentralisation et l'autonomie des communes et des régions d'abord, vous êtes pour un État décentralisé? Avant, nous étions les chantres de la décentralisation et nous le sommes toujours. Je sais que le président Ndam Joya, notre mentor, a beaucoup travaillé pendant la tripartite pour qu'on inscrive dans la Constitution de 1996 le principe de la décentralisation, qui était aussi un besoin par rapport au fait que l'État fédéral avait été de façon
pas très peu commode et petit à petit éliminée comme forme de l'État. Donc la décentralisation était comme une médiane pour que les Camerounais puissent avoir une autonomie financière et une autonomie administrative au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Malheureusement, comme ce n'était pas une volonté politique du régime en place, en 2004, les lois d'orientation n'ont pas permis que jusqu'en 2025, la décentralisation soit une réalité. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, nous, dans notre projet de société, nous allons aller dans l'État fédéral parce que l'objectif, c'est de rapprocher les populations du pouvoir. Et la forme, pour nous, elle est vraiment déjà acquise. On doit retourner à un État fédéral et des États fédérés. Le nombre d'États fédérés, il est important que nous puissions nous asseoir avec toutes les forces du changement, ceux qui vont se retrouver ou se retrouvent avec nous, parce que dans le fond, nous sommes une équipe. Comme vous le savez, l'Union démocratique du Cameroun a avec elle les partenaires des forces alliées et nous sommes d'accord sur la forme fédérale, une fédération à 10 États, une fédération à 5 États. En tout cas, la décentralisation, malheureusement, elle n'a pas été bien amorcée, elle a été gâchée par le régime en place et nous on veut passer à la vitesse supérieure dans le sens que le pouvoir sera rapproché. Les Camerounais n'auront plus besoin de venir à Yaoundé nos jeunes n'auront plus besoin pour accéder à un concours, venir à Yaoundé par exemple. Tout va se passer au niveau local et il y aura des assemblées au niveau local. Les villes seront de véritables villes qui vont être autonomes, qui auront l'autonomie foncière, l'autonomie du personnel, l'autonomie de la fiscalité. Et je pense que le Cameroun, Afrique en miniature, le développement local était vraiment bien vu par la Constitution qui avait affirmé l'État unitaire décentralisé. C'était pour créer le dynamisme au niveau local. Malheureusement, le régime en place n'a pas compris. Il a voulu centraliser le pouvoir. Tout est entre les mains d'une petite portion de Camerounais. Et donc, c'est d'où le Cameroun est à genoux aujourd'hui. 10 États fédérés, tenant compte de nos langues officielles, l'héritage de la colonisation, le français, l'anglais, comment vous intégrez tout cela? Aujourd'hui, nous pensons que le Cameroun a beaucoup de chance. Avant les Allemands, puisque les Allemands étaient les premiers à venir au Cameroun, même avant les Allemands, il y avait déjà les Portugais, Rio dos Cameroun. Après, il y a eu après les guerres mondiales, il y a eu les Français et les Anglais, mais avant tous ces amis occidentaux, ces frères humains, puisque ce sont des êtres humains comme nous, il y avait les Camerounais, il y avait des Africains, il y avait des groupes ethniques. Donc, pour nous, c'est autant de richesses et on doit être des Camerounais aujourd'hui. Au Cameroun, on est riche du Portugal, du portugais, des Allemands, de l'anglais, des Français. Et donc, il faut vraiment, comme la Constitution le dit, aller vers cette unité nationale. Et donc, de plus en plus, on est Camerounais. On est Camerounais ayant des particularités portugaises, germaniques, français, anglais. C'est vraiment ça qu'il faut voir aujourd'hui. On est des Camerounais. Quand on va ailleurs, on est différent parce qu'on peut parler anglais, on peut parler français. C'est une richesse que les autres pays africains n'ont pas. Et donc, on peut être dans le Commonwealth, on peut être dans la francophonie. C'est autant de richesses. Et on peut avoir des relations particulières avec les Allemands parce qu'ils vont se retrouver ici, ayant eu à avoir des escales ici, des comptoirs.
et etc. Alors la population camerounaise aujourd'hui est en majorité jeune et on sait également le rôle important que joue la femme. Comment voyez-vous la place des jeunes et des femmes dans le processus décisionnel de l'État ou du Cameroun que vous proposez aux citoyens? Avant de revenir sur la question de la femme et des jeunes, je voudrais, parce que vous avez parlé de la culture française et anglaise, Absolument. je voudrais vraiment vous dire que la préoccupation de l'Union démocratique du Cameroun est cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et donc, l'une de nos premières actions, c'est de pouvoir apaiser les Camerounais et aussi régler cette crise tout simplement avec nos frères et nos sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut déjà qu'ils s'asseyent sur... qu'on puisse aller vers eux ou alors qu'on se retrouve quelque part pour s'asseoir et poser les véritables problèmes, des vrais interlocuteurs, que ce ne soit pas comme en 2018, parce que j'ai participé au Grand Dialogue National et je me suis rendu compte que les vrais acteurs qui devaient être sur la table ne l'étaient pas. Et nous sommes désolés que le régime en place ait apporté ce handicap. Le président de la République a failli parce qu'il est garant de la sécurité des Camerounais et de la protection de l'intégrité nationale, de l'unité nationale. Donc c'était pour dire que oui, on aura plusieurs États, mais le fonds culturel anglophone et francophone, parce que quelque part, il y a eu des accords, eh bien, il y aura toujours quelque chose de particulier par rapport à cet héritage culturel. Et donc, c'était important que je puisse le souligner ici, parce que c'est un véritable problème pour nous. Revenons donc sur la question concernant les jeunes et les femmes. Place leur rôle, ou du moins dans le processus décisionnel, quelle est la place que ces deux entités pourraient avoir? Vous savez, Monsieur Dipita, le principe de la démocratie, c'est ça. Vous êtes les plus nombreux, vous vous retrouvez les plus nombreux à prendre des décisions. Les jeunes constituent, quand on voit la pyramide des âges, vraiment la base. Aujourd'hui au Cameroun, les jeunes de 18 ans à 35 ans. Et les femmes également sont plus de la moitié du Cameroun. Et donc, ce sont les jeunes et les femmes qui doivent se retrouver aux instances de prise de décision. C'est la démocratie. Et tout ce qui est pris comme politique nationale, toutes les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale à travers les lois doivent avoir des lunettes trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Déjà, pourquoi? Parce que les jeunes ont participé à la prise de décision et les femmes ont participé à la prise de décision pour que les problèmes et leurs ambitions se reflètent à ces niveaux de politique nationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En parcourant le Cameroun, en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, la désolation de la culture politique est vraiment un fait. En même temps, le chômage des jeunes est un fait. Les jeunes disent, Madame, nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas de travail, nous avons des diplômes. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Les femmes, je suis une femme. Pendant que j'étais à l'Assemblée nationale, j'avais vraiment mis l'accent sur la protection des droits des femmes et des enfants, parce qu'au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un code de la famille. On n'a pas un code, une loi contre les violences sexistes. Au Cameroun, on n'a pas une loi contre les violences domestiques. On se rend compte que les femmes sont discriminées. Elles ne se retrouvent nulle part. En politique, c'est la catastrophe. Je suis la seule femme retenue candidate à une élection présidentielle dans un pays où la moitié de la population des femmes est constituée par le visage féminin. Quand on voit le nombre de personnes inscrites sur le fichier électoral, malgré que les femmes soient les plus nombreuses, elles viennent après les hommes. Et elles sont pourtant le visage de la résilience au Cameroun. Si les femmes n'étaient pas au Cameroun, les familles, les enfants, la communauté n'aurait su vraiment survivre.
Alors je suis là pour qu'on puisse redonner à la femme la place qu'elle mérite. Et je le dis. Et ça fait partie de mon message aux Camerounais. Je leur dis, voilà, je suis la seule femme parmi tous ces hommes. On a confié le pays à 2 hommes déjà. Alors il est temps de confier le pays à une dame parce que il faut un apaisement. Les femmes, la résolution 1325 est claire. Le pays est en crise. On a la crise de Boko Haram, la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et les femmes, elles ont des aptitudes plus appropriées, Monsieur Dipita. Donc, vous voyez que les femmes et les jeunes, c'est eux qui sont le Cameroun. Ils ont le pouvoir et on doit, avec les élections, le retrouver. Sur les questions de développement économique et social, vous le disiez à l'instant, durant votre parcours à travers les coins et recoins du pays, vous rencontrez beaucoup de jeunes qui vous parlent de chômage. Que leur répondez-vous? Qu'est-ce que vous leur dites pour sortir de cette précarité, trouver des emplois, formation, emploi? Qu'est-ce que nous leur disons? De façon très simple, parce que c'est difficile quand on rencontre ces jeunes de leur tenir des thèses d'économie et des entreprises. Nous essayons de leur dire de façon simple que déjà la situation qu'ils vivent n'est pas une situation normale dans un pays aussi riche, surtout qu'ils sont la force de production. Nous leur disons que le pays devrait pouvoir les utiliser pour s'enrichir, pour la croissance. Parce que en tant que jeune, en tant que force de production, et que on se retrouve avec un pays qui importe la plupart des aliments que nous consommons, avec un pays qui n'a pas d'usine de transformation, ne serait-ce qu'au niveau secondaire, le tertiaire qui est en train de se profiler et qui n'arrive pas vraiment à être une option acquise. Je ne parlerai pas de pointe d'une industrie de pointe, comme on voit dans certains pays africains qui sont spécialisés dans vraiment la haute technologie. Je me dis, un pays où il pleut, je dis aux jeunes qu'il suffit qu'on organise, qu'on crée entre les opérateurs économiques, entre l'État et ceux qui s'engagent dans les initiatives privées, une saine collaboration. Il y aura la protection de l'entrepreneuriat, une multiplication de toutes ces entreprises de transformation, de tout ce dont on regorge en matière d'agriculture, en matière de pêche et d'élevage, dans le domaine de la forêt et de la faune. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'économie circulaire. Vous voyez que on parle de l'économie à l'entrepreneuriat et aux conditions de travail socio-professionnelles, parce que dans le fond, c'est un tout. Quand il y a une protection des droits des travailleurs, droit à la santé, parce qu'on ne peut pas parler de l'économie, de ceux qui sont la force de production, sans parler de leur protection par rapport à ce travail-là, où la mise sur pied des banques qui sont là pour ces activités. On va vous dire qu'il y a beaucoup de banques, mais dans le fond, ces banques ne sont pas vraiment là pour venir au chevet des jeunes, pour venir au chevet avec des répercussions, peut-être des taux moindres, comme cela se doit, d'intérêt. Et aussi, on imagine les impôts qui doivent être allégés pour ces jeunes quand ils sont dans l'entrepreneuriat. Je parlais de la forêt et de la faune. Aujourd'hui, avec le changement climatique, le Cameroun devrait rayonner par rapport à ces ressources naturelles dont on regorge.
Voilà, c'est vraiment un gâchis qu'on puisse aujourd'hui ne pas être cet exemple en Afrique centrale. Je dis toujours, le Nigeria prendrait toute notre production, pas de la façon que ça se passe aujourd'hui, où on voit que la production du riz dans le Grand Nord part dans le marché noir au Nigeria, non, sans plus-value, alors que toutes nos sociétés sont en train de fermer. La société de la Sodécoton, la société de transformation de riz est en train de fermer. Et on se rend compte qu'il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de corruption, il y a un problème de que ces sociétés-là, ces banques-là ne servent pas, n'octroient pas des prêts. Normalement, on n'encadre pas le citoyen lambda. Il faut être riche, malheureusement, pour aller pour un prêt en banque. La banque n'est pas là pour apporter. Il n'y a pas de système de sécurité sociale, santé. Les populations n'ont pas de couverture sociale, de risque, de partage risque maladie. C'est une loi qui doit être prise à l'Assemblée nationale. On parle de plus en plus de couverture santé universelle. Mais moi, je dis toujours que ça doit être général. Quand on a droit à la santé, comme on a droit à l'éducation, et ça fait partie de tout, de l'économie, il faut éduquer. Les jeunes ont des diplômes, ils disent on a des licences, on a des bacs. On ne trouve pas de travail parce que dans le fond, il n'y a pas adéquation entre la formation et la professionnalisation et le travail. Ça devrait être un tout. Le ministère, il faut une réforme du système éducatif parce que ça va participer à tout cela. Vous parlez de l'entrepreneuriat. On sait qu'en moyenne, une petite et moyenne entreprise a une espérance de vie de 3 à 5 ans. Comment soutiendrez-vous l'entrepreneuriat pour absorber toute cette demande et qui s'est peut-être contribué à réduire le chômage? Ce n'est pas normal qu'une petite et moyenne entreprise vive entre 3 et 5 ans. C'est qu'il y a un problème. Le véritable problème, c'est un problème d'encadrement, un problème de suivi, un problème de gouvernance. Et donc l'État, vous savez, les pays comme l'Italie, par exemple, s'est développée parce qu'il y avait des entreprises familiales qui se sont développées, la famille avec des enfants, et puis parce que l'État encadre, parce qu'on permet à cette entreprise de faire valoir son génie, sa créativité, sans lui imposer des impôts qui vont la tuer. Et on permet au pays, on parle d'impôt substitution aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on consomme ce qu'on produit. Mais comment est-ce qu'on va consommer ce qu'on produit si, avec par exemple des accords comme des accords ACP, en même temps qui sont normales, les frontières sont poreuses et on laisse tout rentrer dans le pays, alors que le pays n'a pas la même capacité de production pour contrer ces produits qui rentrent dans le pays. Donc il faut un minimum de protection quand même des produits locaux. Et c'est pour ça que nos petites et moyennes entreprises ne peuvent pas survivre, parce qu'elles font face à des concurrences déloyales en même temps que l'État ne les encadre pas pour permettre à ce que leur production puisse être consommée et puisse évoluer avec le contexte, avec la modernité. Il faut digitaliser. On est dans le monde digital. Et donc, les machines, exporter les machines, alors qu'on peut en fabriquer sur place. On a dû faire, on peut promouvoir des industries. Quand on parlait de l'économie, ça fait partie aussi de tout ce qu'on peut voir au Cameroun. On a tellement de ressources comme le fer, le pétrole, qu'il faut aller transformer ailleurs avant de revenir pour vendre aux Camerounais très cher. Alors qu'on a des pays à côté qui n'ont pas le carburant aussi cher que notre pays. Ça,
Ça, c'est des exemples. On a des ressources naturelles qui ne sont pas utilisées chez nous, qui ne sont pas raffinées et qui nous coûtent cher alors qu'on aurait pu le faire, comme tous les pays. Vous parlez de numérisation de notre environnement. On assiste à la création de nouveaux types d'entreprises. Il s'agit des start-up qui justement favorisent le développement des pays. Avez-vous une stratégie, une politique particulière pour la promotion, l'épanouissement de ce type d'activité? Oui, bien sûr. Je suis maire d'une ville. Je suis heureuse de dire que nous avons pu avoir un espace dédié à ces start-up, entre autres la Maison de la Culture qui a été inaugurée l'année dernière. Nous avons déjà prévu une salle équipée et où des jeunes entrepreneurs de la ville de Foumban peuvent venir occuper cette salle pour leur activité quand besoin est. Donc ça déjà c'est un accompagnement, un petit accompagnement d'une ville par rapport à cette dynamique-là. Il n'y a pas que cette maison de la culture, nous avons aussi à Foumban un espace qu'on appelle structurant, qui a des ateliers, qui a des blocs pédagogiques équipés pour permettre justement à des jeunes ou des artisans qui ont besoin, parce que la ville de Foumban, c'est la ville culturelle par excellence. Et donc, par rapport à la réalité du contexte, il se trouve que l'artisanat est l'activité qui est la plus prisée. Et donc, nous avons essayé de créer ces espaces-là pour permettre que les artisans de Foumban puissent rencontrer d'autres créateurs. Et on va organiser, en fonction des projets que nous avons, des rencontres, en tout cas pédagogiques de formation. Et il se peut que d'autres partenaires vont apporter des moyens financiers, vont pouvoir prendre en charge peut-être le déplacement. Nous, la ville, on offre des espaces. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et le produit, il sera mis à la disposition de ceux qui en ont besoin. Et c'est comme ça que les startups vont pouvoir promouvoir leurs activités. Et ça va aller d'échelle locale à l'échelle nationale, voire internationale. C'est comme ça. La promotion, nous participons à tous les niveaux. D'accord. Un ou deux mots sur revenir sur les questions agricoles, notamment concernant la sécurité alimentaire. On sait qu'on est quand même un pays à plus de 70% où la terre est fertile, la terre est favorable à l'agriculture. Cela dit, comment comptez-vous renforcer ce secteur et je l'ai dit dès l'entame, revenir à cette sécurité alimentaire que le Cameroun a connue en son temps, manger à sa faim, trouver des produits accessibles au pouvoir d'achat des Camerounais. Vous dites quoi ce soir? Je dis tout simplement que nous avons beaucoup de chance et il faut saisir cette donne, cette manne camerounaise en matière d'agriculture. Tout à l'heure à Sombo, dans le discours du jeune, il a parlé d'autosuffisance alimentaire. Les jeunes aujourd'hui, les populations disent « on a faim ». Madame, on a faim, donnez-nous à manger. Ça, c'est ce que j'ai aussi le plus entendu. C'est incroyable, M. Dipita, que d'entendre des adultes dire on a faim. On a faim. Comment est-ce qu'on peut avoir faim dans un pays où tout pousse? Et donc, il y a quelque part un véritable gâchis. Et nous disons qu'en matière agricole, qui malheureusement aujourd'hui se retrouve dans l'informel. Pourquoi? C'est vraiment une espèce de contradiction, puisque c'est un secteur, quand on voit que les exportations du Cameroun en matière de produits de rente comme le cacao, qui heureusement
qu'il y a des exceptions quand même, que le cacao du Cameroun a repris ses lettres d'or. Malheureusement, il faut que le café y arrive aussi. Comme avant, je dis toujours, dans les années 80, le Cameroun était concurrent de la Côte d'Ivoire. On avait plus de 150 000 tonnes de café. Aujourd'hui, on est retombé à 30 000, à 20 000. Ce n'est pas normal. Nous y travaillons. Je sais qu'il y a une politique de relance de la filière, mais en dehors de ces produits de rente, qui sont aujourd'hui des produits qu'on essaye de transformer, parce que c'est important de cette plus-value au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de l'exportation. Il faut travailler production, s'occuper des planteurs, faire en sorte que les planteurs aient le fruit direct de la vente de leurs produits. Il faut former sur les bonnes pratiques. Avant, il y avait des techniciens agricoles qui rentraient dans les plantations. Aujourd'hui, avec la libéralisation, on n'a plus ces techniciens. Et ce qui fait que les sols sont mal utilisés parce qu'il y a peut-être abusivement des intrants qui peut-être ne sont pas surveillés parce que, et c'est ça un gros risque. Nos instituts de recherche doivent faire très attention par rapport à nos sols, par rapport aux intrants que nous utilisons. Les agriculteurs doivent savoir que avec des méthodes organiques, maintenant, on n'a plus besoin d'acheter des engrais chimiques parce qu'il y en a tellement d'engrais autour de nous. Ça, c'est la formation aux bonnes pratiques et ça doit être encadré. Il faut que nous puissions amener nos transformateurs à avoir l'information sur les produits, leur production. Quand je vais au marché, je vois qu'on vend des tomates et que les belles tomates sont en haut et en bas, les tomates sont pourries. Je dis, je n'achète pas les tomates pourries. Le vendeur me dit, mais madame, vous voulez que voulez-vous que je fasse avec mes tomates pourries? Je lui dis, normalement, et ça, je vous dis ça parce que pour moi, c'est une faillite de l'État. L'État devrait calibrer. Quand on va dans les pays qui se respectent, l'agriculteur ne peut pas vendre les produits pourris et les produits qui ne sont pas pourris parce qu'il y a un calibrage à faire de la plantation. Les produits pourris, on peut les utiliser pour le bétail ou alors on peut vendre les produits pourris au prix des produits pourris et vendre les produits qui sont de bonne qualité au prix de bonne qualité. Déjà, cette éducation-là, elle est très importante. Il faut les routes pour sortir nos productions. On a des bassins de production aujourd'hui au Cameroun en saison de pluie. C'est incroyablement difficile d'accéder pour sortir la production qui pourrit. Il y a ça, il y a la plus-value que je disais. J'ai parlé du Nigeria tout à l'heure. J'étais au Gabon, il n'y a pas une semaine, peut-être vous connaissez comment chaque jour les avocats, les produits maraîchers, tout ce qu'il y a comme céréales, ça part du Cameroun pour aller au Gabon ou pour aller en Guinée équatoriale. Mais quand ça arrive, c'est souvent dans des conditions qui ne sont pas vraiment bonnes et qui diminuent. Il y a tellement à faire, M. Dipita. Autosuffisance alimentaire, c'est une question de transformation. On doit pouvoir... nos fermiers doivent être ceux-là qui ne comptent pas seulement sur ce qu'ils ont gardé dans le grenier, non, parce que le grenier, il peut y arriver qu'il y ait un incendie, il peut y arriver qu'il y ait des bêtes, des souris qui viennent ramasser tout dans le grenier, et donc il faut une qualité de vie décente dans nos villages pour qu'il y ait des magasins en bonne et due forme. Il y a tellement à faire. Il y a tellement... De ce point de vue, comment comptez-vous justement, Madame la Présidente, améliorer les infrastructures pour développer cette agriculture La mécanisation, par exemple. Il faut la mécanisation, il faut les coopératives, parce que c'est dans le cadre des coopératives que... quand même, on pourra regrouper ces paysans, ces fermiers pour qu'ils sécurisent leur production et pour qu'ils soient une force et pour qu'ils soient un syndicat.
J'ai voyagé, j'étais au Brésil, j'ai vu comment les coopératives étaient une véritable force parce que en vendant leurs produits, ils transforment, ils diversifient les activités, ils construisent des centrales avec le solaire, par exemple. Tout à l'heure, on parle d'autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas d'énergie pour permettre aux populations, aux pêcheurs de conserver les produits de la pêche. Et il n'y a pas de formation pour permettre la transformation également. Et donc, au Brésil, je disais que les coopératives des producteurs diversifient avec ce qu'ils ont comme investissement, retour d'investissement de leurs produits certifiés à la certification. Parce que quand on vend à l'étranger en exportation maintenant, il faut de plus en plus que nos produits soient certifiés. C'est les réalités du monde. Et qu'on puisse respecter l'environnement, c'est une autre réalité du monde. La déforestation doit être de plus en plus contrôlée. C'est l'État, c'est l'État. Et pour moi, les agriculteurs, c'est grâce à eux que nous vivons. Parce que si ils ne faisaient pas ce travail, il n'y aurait pas de nourriture. Mais on ne les aide pas, parce qu'on ne leur permet pas d'avoir la plus-value. Leurs produits se gâtent, ils ne peuvent pas vendre au prix de leur dur labeur. Encore faut-il que, comme je l'ai dit, il faut la mécanisation maintenant, et les plantations sont vieilles pour la plupart, parce que laissées aux producteurs, il faut rajeunir les plantations, le sol, les tests de sol pour voir quels produits mettre dans le sol et intéresser les jeunes au retour. Il y a le problème du foncier. Il faut une réforme foncière pour que dans les villes, avec les documents de planification, qu'on puisse savoir que cette superficie, elle est pour l'agriculture. Cette autre superficie, cette autre superficie, c'est pour le logement. Cette autre superficie, c'est pour une zone industrielle. Cette autre superficie, c'est pour la forêt, parce qu'il faut 25% au moins de forêt dans toute la ville pour préserver la faune et la flore. Voilà, et on n'a pas besoin de venir en ville. Nos jeunes n'ont pas besoin de quitter le village pour venir en trop-plein à Douala, vivre dans des conditions catastrophiques, parce qu'ils resteraient dans les localités pour développer toutes ces richesses. Alors, une fois que tous ces secteurs seront transformés sous votre présidence, il demeure néanmoins la question du pouvoir d'achat. Comment améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais aujourd'hui? Je veux dire, on sait que le SMIC est loin de satisfaire la majorité des Camerounais. Vous avez parlé du secteur informel qui amasse un certain nombre important de jeunes. Alors, à ces jeunes, le pouvoir d'achat, que leur dites-vous? Le pouvoir d'achat, nous appelons le panier de la ménagère. Il y a inflation, ça coûte plus cher. Pourquoi? Je vous ai dit, le carburant, pourquoi est-ce qu'il coûterait cher si nous produisons du carburant? Ça, c'est une politique voulue par le régime en place. C'est la même chose pour le pouvoir d'achat. On peut décider et c'est incroyable, parce qu'à Sombo, tout à l'heure, il y a une dame qui a pris la parole et qui disait: Madame, même le riz, la boîte de riz coûte 150 francs. La boîte d'arachide coûte 100 francs. Et nous faisons nos sauces maintenant. Nos sauces ne ressemblent plus à rien parce qu'elle n'est pas épaisse. Et je lui ai dit: Madame, c'est pas normal. Cette dame, elle était en tenue de champ. Elle a dit: Madame, je suis comme ça parce que je rentre du champ. Je suis une cacaoïtrice, je crois. Je cultive du cacao. Et je lui ai dit: mais pourtant le prix du cacao a augmenté. Elle a dit: oui, mais nous, on n'a pas ces répercussions ici.
elle se plaignait en disant qu'il y avait des boutiquiers qui se sont installés dans le village et il faut que ces boutiquiers qui sont venus s'installer dans les villages comprennent qu'ils ne doivent pas augmenter le prix de tout ce qu'ils vendent dans les boutiques. Je lui ai dit, c'est pas de leur faute. Et ils achètent et ils revendent, ils doivent avoir de l'économie. Justement, le pouvoir d'achat, c'est une politique, c'est toujours une option politique d'un pays qui prend le temps de vraiment planifier et de faire en sorte d'étudier la croissance et de faciliter, de permettre les impôts, je vous ai parlé d'impôts, d'apporter des appuis avec des institutions bancaires, de mettre en place des institutions qui, sans intérêt, peut faciliter la production et la quantité et la qualité venant nécessairement. Les produits locaux vont se retrouver en grand nombre dans le marché et il y aura une diminution naturelle des prix par rapport aux produits locaux. Mais maintenant, je pense que tout cela participe de la gestion et de la planification au niveau macro d'un pays et les dettes, peut-être que on ne pourra pas rentrer là-dedans, mais nous pensons, et c'est une réalité, le Cameroun vit de plus en plus des dettes, et ce qui fait que quand on voit le budget de l'État du Cameroun et les ressources, les recettes, il n'y a pas un gros effort il n'y a pas vraiment un effort qu'on voit de la force de production des Camerounais. Et je pense que cela est encore à relever. C'est un déficit de l'État qui s'est habitué à s'endetter. Et quand on s'endette, on n'a pas les moyens au niveau, on n'a pas les solutions au niveau local. Vous allez privilégier la hausse des impôts au détriment de l'endettement? Ce n'est pas une question d'impôt. Et l'impôt pour nous, républicains, légalistes, ne sera jamais mal vu par les populations parce que l'impôt ne sera pas là pour écraser les populations, mais l'impôt sera toujours en fonction des efforts pour que la vie des populations s'améliore. Pour les routes, par exemple, depuis qu'on a des péages routiers au Cameroun, est-ce qu'on a eu une amélioration des routes même où les péages sont perçus? Non, on voit qu'il y a un problème. Depuis qu'on a l'impôt, comme vous le dites, en tant que maire d'une ville, je me dois d'améliorer les conditions dans un marché. Si je dois aller prendre les droits de place et que le marché a la boue, cela ne s'explique pas. C'est pareil. Donc, l'impôt quand on a expliqué aux populations qu'en prélevant de l'impôt, c'est pour améliorer les écoles, c'est pour payer les enseignants. Encore à Sombo, aujourd'hui, on m'a fait comprendre qu'il y avait une école qui avait fermé parce qu'il n'y avait pas d'enseignants. C'est inadmissible dans un petit village qu'on se retrouve avec des écoles fermées parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Donc tout ça, moi je pense que c'est une question de gouvernance tout simplement. Vous avez commencé, M. Dipita, par la question de la gouvernance, le choix, les méthodes, les approches pour mettre en place pour des objectifs, pour atteindre des objectifs en matière de politique nationale. Je pense qu'il y a un problème criard de gouvernance au Cameroun. Parlons unité nationale et résolution des crises, on en connaît. Il y a l'extrême nord qui fait face à Boko Haram. Quelle est votre stratégie pour promouvoir la réconciliation nationale? La réconciliation nationale est l'axe prioritaire encore de notre projet de société. Bien sûr, les réformes institutionnelles, mais la réconciliation nationale par un acte d'apaisement
dès notre arrivée au pouvoir, nous avons pensé à la création, l'institution d'une journée de pardon, Monsieur Dipita. Il faut se pardonner. Il faut une journée de pardon entre Camerounais, entre les institutions, ceux qui ont incarné les institutions et les institutions, parce qu'il y a un problème de confiance entre les Camerounais, entre eux, entre les Camerounais et les institutions républicaines. Et pourquoi pas, on en parle, mais ça n'arrive jamais, la création d'un panthéon en la mémoire de nos héros nationaux qui, il est vrai, depuis les luttes nationalistes pour les indépendances, n'ont jamais vraiment été honorés comme il se doit. Et pourquoi pas, premier geste, faire sortir de nos geôles ces Camerounais qui y sont allés parce que, n'ayant pas eu cette liberté d'expression dont on a parlé, parce qu'ils se sont exprimés, ils ont eu la malchance, si vous voulez, de tomber entre les mains d'un régime qui ne supporte pas qu'il y ait la liberté d'expression, d'opinion, la liberté de penser, qui ne supporte pas d'avoir un son de cloche différent. Donc, libération de ces prisonniers qui ont été arrêtés par rapport aux manifestations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, par rapport aux dernières élections de 2018. On est en train d'aller à une autre élection présidentielle. Rien n'a été fait pour, au cas où il y a encore des contestations. Parce que dans le fond, moi, je suis élue dans une ville où le 9 février 2020, nous avons eu 3 morts. 3 morts. Nous avons tout fait depuis 2021 pour qu'on puisse modifier le code électoral pour sécuriser les Camerounais le jour des élections. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui nous prouve que demain, en dehors de la circonscription où il y a eu ces 3 morts, il n'y aura pas une multiplication d'autres circonscriptions? Vous voyez les discours de haine, de xénophobie, de tribalisme. J'ai commis un communiqué ce jour, c'était ce matin, où je dénonçais et j'en appelais à Elecam, qui est en charge d'organisation des élections, en disant que ce n'était pas normal qu'il y ait des approches et des actions qui comme la distribution des cartes électorales, comme le fait qu'on se retrouve avec un gros plein de cartes remis à des personnes dans des domiciles privés, dans les chefferies traditionnelles. Ce n'est pas normal. Et que, en matière de neutralité, d'égalité, pour la campagne électorale, on a l'impression que les partis d'opposition sont vraiment laissés pour compte parce qu'il n'y a pas de place pour nos affiches. Et ce n'est pas normal, en tout cas. Bref, c'est autant de problèmes qui vont aboutir à des conflits. On a le Boko Haram qui est transfrontalier. Donc, nos forces de défense, bien sûr, parce que là, c'est encore un problème de souveraineté. L'État du Cameroun a le droit de protéger ses citoyens contre les forces extérieures, mais déjà, on est vraiment affaibli à l'interne par rapport à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, par rapport au manque de confiance entre les institutions et les Camerounais qui sont mis de côté pour la grande majorité, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous, dans notre projet de société, on veut restaurer la République. On veut faire en sorte qu'il y ait une confiance. C'est pour ça, vous avez parlé de ce problème national de réconciliation. On a véritablement besoin de poser et de se regarder en face. Vous en avez fait le constat à l'instant, s'agissant du tribalisme et des divisions communautaires. Comment vous contribuerez à éradiquer ce fléau? Vous savez, la véritable richesse du Cameroun, c'est sa diversité culturelle. Je parlais avec un monsieur qui est des pays
voisin satellite de la Russie. Je pense que c'était un monsieur qui était de la Macédoine. Il me disait, comment vous faites au Cameroun avec un pays où il y a plus de 200 ethnies? Comment est-ce que vous vous sentez? Parce que vous n'êtes pas... On ne se sentirait pas unis. Je lui ai dit, justement, j'ai grandi au Cameroun et parce que je sais qu'il y a une pluralité culturelle, une diversité culturelle, et que je suis une Camerounaise, je me sens Camerounaise, parce que je peux comprendre la différence entre un couscous et un coquille et je sais pas quoi, un héros. Et en même temps, tous ces plats, c'est des plats culturels de communautés différentes, mais c'est le Cameroun. Et c'est ça. Vous vous rendez compte, il y a des personnes qui ne peuvent pas être comme nous, avec cette facilité d'être au-dessus et de trouver cette diversité, richesse-là, de s'y retrouver. Donc, c'est vraiment extraordinaire cette chance que nous avons en tant que Camerounais de connaître toute cette diversité. Le tribalisme a été juste un instrument utilisé par le régime en place pour nous diviser et pour mieux régner. Parce que avant que cela ne devienne vraiment et ne prenne les ampleurs de xénophobie, où on voit, et je suis allée plusieurs fois dans les villes au sud du Cameroun après les élections. Je reviens de Saint-Mélima, j'y étais, je pense, il y a 2 jours, et nous sommes passés pour aller à Kiosi. Et j'ai dit aux Camerounais que dans le projet de société de l'Union démocratique du Cameroun, on ne devrait plus parler d'allogènes, d'autochtones, de minorités, parce que 65 ans après les indépendances dans un pays, on est Camerounais ou on ne l'est pas. À Fumban, je dis, je suis maire d'une ville où tous les Camerounais qui s'y retrouvent sont chez eux. On est Camerounais partout où on est au Cameroun. Donc, ces discours, vous vous souvenez, on ne les avait pas avant. Je me souviens qu'on pouvait aller se faire élire. Njoya Aruna, qui est parmi les pères fondateurs, quand on lit ses mémoires, il a été un élu du Nord. Et c'est la raison pour laquelle, quand moi j'arrive au Nord Cameroun, on connaît Njoya Aruna parce qu'il a été élu. L'histoire veut qu'il a croisé Aïjo au Nord Cameroun et Aïjo était son interprète. Il est rentré avec lui et c'est comme ça qu'ils sont devenus des personnalités qui, pendant les indépendances, ont joué un rôle important. On a divisé le Cameroun, on veut que le Cameroun devienne un pays où on met en exergue les communautés. Les Camerounais sont des Camerounais et il faut penser national, il faut une éducation civique, l'état de droit, l'égalité de tous, la promotion des droits sociaux. Parce que si dans tout le Cameroun, et j'ai toujours dit, le problème qui a commencé à fragiliser le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le même problème que tous les autres 8 régions ont. Malheureusement, il y a la guerre aujourd'hui dans les 2 régions, mais ça a été toujours pour moi un problème de sous-développement, comme tous les autres 8 régions, et un problème de représentation. Parce que les populations dans ces pays, dans ces zones-là, leur préoccupation n'a jamais été vraiment prise au sérieux. Soit les canaux d'intermédiaires ne fonctionnaient pas, soit on n'a pas voulu tendre une oreille. Donc c'est ça. Si on est dans un pays où il y a un développement équitable et où au niveau de toutes les localités, il y a la promotion des services, on a l'eau, l'électricité, on a un marché, on a un plateau technique, on a des écoles, je ne vois pas où il y aura le problème. Prenons la dernière ligne droite de l'émission, quelques questions. On va parler des réformes institutionnelles et de la lutte contre la corruption. Vous avez beaucoup travaillé sur un projet de réforme du code électoral notamment, mettre en place un système pour garantir des élections libres. Aujourd'hui, s'il fallait remettre ça sur la table, qu'allez-vous proposer fondamentalement? Nous allons remettre sur la table, effectivement, ça fait partie de nos réformes, comme la révision
de la Constitution, M. Dipita. Ce sont les premières réformes qui sont prêtes. Et d'ailleurs, on a travaillé, on a un document déjà qui va être proposé soit à la nouvelle Assemblée nationale ou alors on va voir dans quelle mesure, mais on a déjà un nouveau document qui permet au peuple camerounais de pouvoir voter librement et de pouvoir sécuriser le vote selon les dispositions des instruments juridiques internationaux. Première des dispositions, c'est le consensus et la méthode, l'approche participative. Il est recommandé que les codes électoraux dans les pays africains aujourd'hui, et la charte africaine le recommande, que les codes électoraux soient adoptés de façon participative et consensuelle, parce qu'on sait que dans la plupart du temps, après les élections, quand il y a contestation, parce que l'élection n'a pas été transparente, parce que l'élection n'a pas été juste, équitable, cela porte atteinte à la cohésion et à l'harmonie sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette proposition, parce que nous avons évidemment constaté que le code électoral aujourd'hui, qui date de 2012, est dépassé. Il y a des vides juridiques. Et déjà, pour nous, le vote doit être obligatoire à 20 ans, parce que nous n'avions pas voulu toucher à la Constitution, mais sinon, légitimement, ceux de 18 ans ont droit au vote, et étant donné qu'ils sont pénalement responsables. Déjà, donc, le vote obligatoire, parce que ça va participer à l'éducation civique. On est citoyen parce que son premier droit et son premier devoir, c'est de voter, c'est de pouvoir apporter sa contribution à la gestion du pays. Parce que la loi le dit, c'est les autorités prennent leur pouvoir du peuple. C'est pour ça que nous avons passé notre temps à dire, et nous allons le redire à tous les citoyens jusqu'au 12 octobre, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui doivent voter. Donc, pour nous, le code électoral doit venir pour permettre aux Camerounais de s'exprimer, parce que c'est important. Mais pour le moment, 30 millions de Camerounais, 8 millions de votants pour le président de la République, il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup à faire. Le bulletin devrait être unique. L'achat des consciences. Je parlais tout à l'heure de la dénonciation du fait que tout est marchandé au Cameroun. Le régime en place a fait en sorte qu'il a rendu les populations tellement dépendantes que tout est monnayé. Quand on passe, on demande, madame, qu'est-ce que vous nous laissez? Je leur dis, mesdames, les 2000 francs, les 5000 francs que nous voyons à la télé, que le régime en place prend maintenant de distribuer à ciel ouvert, c'est cet argent-là qui devait servir à la construction de ponts dans le village, l'adduction d'eau, c'est vos plateaux techniques. Ne vendez pas vos âmes, parce que après 7 ans, même si on vous donne 100 000 francs, ça ne va jamais couvrir. Donc, il y a beaucoup à faire. Toujours au niveau de la Constitution, parce que c'est important, il faut que le mandat du président de la République soit vraiment un mandat comme en 96, 5 ans renouvelables deux fois, une seule fois, 5 ans renouvelables une seule fois. Ça veut dire qu'un président devrait avoir droit à 2 mandats au trop de 5 ans, et il devra être élu par un scrutin majoritaire à 2 tours. Et dans ces conditions, on ne va pas toujours vouloir que les opposants portent une camisole de force, comme je dis toujours, pour trouver le candidat unique, la coalition, le consensus. Non, ça sera naturel. Toujours dans les réformes, quel mécanisme mettrez-vous en place pour lutter contre la corruption à tous les niveaux? Vous savez, il faut sévir. On a commencé par parler de la justice tout à l'heure. Et déjà, l'article 66 de la Constitution, qui n'a jamais eu de décret d'application, pour nous, l'une des premières actions sera de faire en sorte que les membres du gouvernement, et notre gouvernement ne sera pas plus de 15 ministres, parce qu'aujourd'hui, avec 60 ministres,
on sait que c'est pour le partage du gâteau national, pour récompenser les uns et les autres. Il n'y aura pas plus de 15 ministres. Et ces 15 ministres, en commençant par le président de la République, doit vraiment déclarer les biens. Ça doit être clair. Les hauts cadres de l'administration doivent le faire. Et c'est important qu'il n'y ait pas qu'il y ait la dépolitisation de notre administration. Aujourd'hui, vous le savez, parce que le président de la République est président de partis politiques, ce qui n'est pas le cas à l'Union démocratique du Cameroun, parce que vous êtes président de la République, vous devez démissionner de votre fonction de président de parti politique. D'ailleurs, c'est une violation grave de l'article 7 de la Constitution du Cameroun. Le président n'incarne plus l'unité nationale du moment où il a un chapeau partisan. Et voilà, c'est autant c'est autant de problèmes qui font que nos institutions ne peuvent pas fonctionner normalement. Madame la candidate, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cet échange. Encore une seule question, qui n'en sera peut-être pas véritablement une. Vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser aux citoyens, aux Camerounais, aux 8 millions et plus d'électeurs qui se rendront dans les urnes le 12 octobre prochain. Vous leur adresserez un message. Je vous adresse le message cordial, chers compatriotes, chers citoyens, de prendre votre pouvoir en main. C'est vous, le peuple souverain. Levez-vous comme un seul corps. Allez le 12 octobre 2025 sanctionner le régime en place et voter pour le changement, voter le candidat de l'Union démocratique du Cameroun pour le vrai changement, pour la nouvelle ère, celle que vous méritez, celle de la restauration de vos libertés qui sont vraiment prises par ce régime, pour l'ère de la responsabilité, pour l'ère de la contribution, parce que le meilleur gouvernement, qui est celui que nous allons avoir avec vous, est celui-là qui permet l'épanouissement de chaque Camerounais, qui permet à chaque Camerounais de construire, d'apporter sa contribution à la construction nationale et qui permet le partage sur la base éthique de nos richesses que nous produisons. Je vous remercie beaucoup et je suis là pour incarner cet espoir. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous vous remercions également pour ces réponses détaillées que vous avez bien voulu nous apporter à nos téléspectateurs pour davantage comprendre votre projet et programme de société pour le Cameroun. Nous espérons qu'ils en ont pris connaissance grandement et que qui sait peut-être le 12, vous serez le choix de ceux qui iront voter. Merci beaucoup, monsieur Dick. Bonne continuation de votre campagne. Et merci aux téléspectateurs. Merci à vous également d'avoir suivi cette autre émission d'Entretien avec. On poursuivra ainsi tout au long de cette campagne jusqu'à ce que nous espérons puissions avoir tous les autres candidats. Bonsoir et à plus tard.